Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Professeur Choukroun, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et en histoire du cinéma. Vous avez enseigné à Montpellier et à Alger. Impliqué dans le milieu associatif, vous êtes aujourd'hui entre autres aux manettes du festival Regard sur le cinéma algérien. Vous avez grandi à Ténès, petite ville située sur la côte entre Cherchell et Alger. Vous aviez 16 ans en 1962 quand votre famille a choisi de rester en Algérie. Vous-même, vous n'irez en métropole qu'à la fin des années 60 pour étudier à la Sorbonne. Depuis quand votre famille était-elle installée en Algérie ? Ça, c'est la bonne mauvaise question des gens qui connaissent pas l'histoire. En réalité, nos familles sont installées en Algérie depuis des siècles et des siècles. Et donc, ça va être difficile de vous répondre sur une date précise. Mais disons qu'il y a chez les historiens, ce qui n'est pas ma spécialité, chez les historiens de l'Antiquité, on considère qu'il y a eu des conversions au judaïsme dans l'Antiquité, à l'époque phénicienne et romaine, c'est-à-dire, je pense, plutôt 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Puis au moment de Jésus-Christ, de toute façon, je dis toujours aux gens qui connaissent pas cette histoire, le monothéisme a été très tôt en Afrique du Nord. Voilà. Et donc, il y avait il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Les Berbères juifs sur ce thème et de Julien Cohen-Lacassagne. Et d'autre part, il y a une autre discussion sur les Juifs d'Espagne, mais elle est parasitée par l'idée que est-ce que ce sont des Juifs d'Espagne ou est-ce que ce sont des Berbères qui sont allés au moment de la conquête et qui sont revenus au moment des rois catholiques qui ont décidé que l'Espagne devait être totalement et uniquement catholique. Donc, les musulmans espagnols et les musulmans juifs ont refait le voyage en sens inverse. C'est pas un très grand voyage, Espagne-Afrique du Nord. Et donc, il y a dans ma famille des origines comme ça, dans une branche qui remonte vraiment à de très nombreux siècles, dans une autre branche qui remonte au minimum à la période espagnole. Donc, vous voyez, c'est des familles qui sont là depuis, je sais pas moi, entre 2000 ans et 600 ans. Et vos parents, quel métier exerçaient-ils dans les années 50 ? Je voulais vous dire, dans la présentation, vous m'avez présenté comme étant aux manettes de Regard sur le cinéma algérien. Ça m'a un peu gêné parce que c'est un collectif et je ne fais que le conseiller en matière de cinéma. Mais l'association Regard sur le cinéma algérien est justement un collectif d'associations, dont justement une association de berbères laïcs qui s'appelle Identité et Partage. Voilà, je voulais vous le dire parce que vous avez dit ça au départ. Et revenons à votre question, je m'excuse. Quel métier exerçaient vos parents ? Mes parents, alors, ça va être très difficile de vous dire quel métier exerçaient mes parents. Mon père, à l'origine, était fonctionnaire territorial, si je me trompe pas. Puis, il y a eu, parce que on n'en parle pas souvent, ça, en France, alors je tiens à en parler, il y a eu les lois de Vichy, qui expliquent, à mon avis, beaucoup de choses sur la manière de penser de mon père, puisqu'ils ont, avec ces lois-là, que j'ai appris très tard, parce que
je ne sais pas pourquoi, mais les gens de cette génération avaient un peu honte de cette période et n'en parlaient pas aux gens de ma génération, puisque je suis né après-guerre, après Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qu'on a, je ne sais pas comment que les communistes appelaient le régime de Vichy ou le régime de Pétain, a annulé le décret Crémieux qui transformait les Juifs d'Algérie en Français. C'est décret qui a été pris au début de la Troisième République. Et donc, de ce fait, ils sont redevenus indigènes. Et donc, à cette période, ils perdent leur emploi et je crois qu'ils ont gardé de cette période quand même une méfiance des autorités d'État qui peuvent vous déclarer un jour ceci et l'autre jour cela. Cette histoire a une importance considérable pour l'Algérie parce qu'elle a convaincu toute une série de nationalistes modérés que les décrets français ne valaient pas grand-chose et qu'il valait mieux demander l'indépendance. Je vous dis entre parenthèses. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, à laquelle mon père a participé, d'abord comme soldat en 40, puis ensuite de nouveau, il s'est évadé, toute une histoire très compliquée. Il est revenu en Algérie, puis avec les forces du général de Gaulle, il est réengagé. Cette génération a eu une période longue de guerre, si vous voulez. Après cela, il a repris le commerce de son père, qui était commerçant, mais aussi rabbin à Athénès. Il s'appelait Jacob Choucroune. Et donc, il a été un moment commerçant. Puis, l'histoire ayant toute une série de retours, il est retourné vers la fonction publique. Écoutez, je veux vous dire quand même la réalité, c'est-à-dire que la pression de l'extrême droite française en Algérie a été extrêmement violente vis-à-vis de gens comme mon père, et il a pensé que c'était beaucoup plus raisonnable de redevenir fonctionnaire. Donc à ce moment-là, il était instituteur dans cette période de sa vie. Puis, je vous dis après, je suis assez franc avec vous parce que je ne fais pas de censure, mais je sais qu'il y a actuellement en France des gens qui doutent qu'il y a eu des crimes de l'OAS. Je ne comprends pas comment on peut douter ça. En tout cas, chez moi, dans ma famille, il y a eu des bombes plastiques contre mes parents. Moi, j'étais pas en cause, j'étais petit. Et donc, après ce deuxième problème, ma mère aussi est devenue institutrice. Donc, ils étaient instituteurs, disons, j'allais dire par la force des choses, dans la fin des années 60, 61, 62, etc. Voilà. D'accord. Quelle était l'ambiance, les rapports entre les différentes communautés à Ténès dans votre jeunesse? Alors, là aussi, c'est toujours compliqué de parler du monde colonial parce qu'on a toujours l'impression qu'on enjolive les choses. Il faut reconnaître que à Ténès, il y avait une assez bonne ambiance. En tout cas, dans ma famille, dans les proches, etc. Il n'y avait pas il faut être honnête, il n'y avait pas d'hostilité avec, en tout cas, entre les gens d'origine juive et les musulmans.
à l'école, parce que bon, moi j'étais scolier, hein, à l'école, on n'avait pas des équipes ségrégées de foot. Les équipes s'affrontaient par rue de la ville. Et dans ces équipes, il y avait des copains d'origine musulmane, des copains d'origine européenne, des copains d'origine juive. On ne se posait pas trop ces problèmes, sauf que avec la montée de la pression de la guerre, parce que l'Algérie était quand même en guerre de 54 à 62, elle est devenue extrêmement présente je crois dans les années du genre à peu près 56, ça pour moi là un peu la fin de mes écoles primaires. Il y a une énorme pression à ce moment-là. Il faut dire que l'endroit dont je vous parle est un endroit... Bon, je l'ai appris après, hein, je ne reconstruis pas. C'est après mes études d'histoire que j'ai compris ce qui s'était... Enfin, compris. J'ai appris ce qui s'était passé. Ma région est une région qui était entre deux départements. Le département d'Alger et le département d'Oran. Et l'organisation du Front de Libération Nationale algérien, du FLN, était un peu calquée sur ces départements. Donc, nous étions à la frontière de la Wilaya 4 et de la Wilaya 5. Or, si vous voulez, la Wilaya 4 avait une réputation d'extrême combativité. Il était très proche de la Wilaya, on le saura plus tard, en 62, de la Wilaya 3, qui était la Wilaya de Kabylie. Donc c'est du fait de la géographie et aussi de l'histoire, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Ténès, mais Ténès est une ville qui a toujours eu une coloration importante du point de vue des options politiques, soit nationalistes de gauche, soit communistes, soit... Il y a toute une tradition que j'ai appris plus tard d'extrême gauche dans cette zone. Je sais que c'est très curieux quand on parle de ça en Algérie. Les gens ont l'impression que ça n'existait pas. Mais enfin, pour vous donner une idée, les maquis communistes qui sont connus à cause de l'adjudant Maillot, etc., avaient beaucoup de liens avec les gens de Ténès. Voilà, par exemple. Mais pas seulement cela. Il y avait une zone politique militaire de la Wilaya 4 qui était très importante. Mais ça, si vous voulez, on a compris ça plus tard. Les Français, d'ailleurs, avaient adopté comme technique de défendre surtout les zones urbaines, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils intervenaient beaucoup à l'intérieur. Enfin, ils ont fait une politique qui a été un désastre pour l'Algérie. C'est la politique dite de regroupement. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé toutes les populations qui vivaient dans les montagnes, etc. Parce que notre zone est une zone très belle du point de vue géographique, mais qui est à la fois montagneuse et maritime. Vous voyez, je veux dire, c'est la mer qui descend sur la montagne. Et l'armée française a obligé les paysans qui vivaient dans la montagne à vivre dans la plaine, et ils sont devenus des assistés. C'est-à-dire dans la deuxième période de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire 60, 61, 62, les 3 dernières années, ils vivaient de dons. Je me souviens encore parce que ils ont existé après l'indépendance en 62. Il y avait des comment on appelle ça, du lait en poudre. C'est resté dans ma tête. Donated by the people of America.
C'était des grands sacs de lait en poudre que l'on distribuait et qui étaient donnés par le généreux peuple d'Amérique. Vous et votre famille, vous étiez à Ténès, mais il y avait aussi une partie de votre famille à Alger. Est-ce que la perception du conflit était différente? Ah oui, absolument. Je ne sais pas si on en a déjà parlé ou si vous êtes très, très aigu sur la guerre d'Algérie. En fait, il y a une perception. Moi, maintenant, à mon âge, je suis convaincu qu'il est très difficile de parler généralement de l'Algérie parce que c'est un pays immense. Hein, on a beau croire bien le connaître, c'est un pays quand même, comme mes instituteurs de l'époque disaient toujours 5 fois la France, hein, d'accord, hein, bon, ils exagèrent un petit peu, c'est un peu moins que 5 fois, mais c'est quand même 2 400 000 km², hein, on avait appris. Et donc, on ne peut pas avoir le même point de vue à la frontière sud marocaine et à la frontière est ou au centre. C'est un pays très divers. Alors, pour revenir à votre question, oui, il y avait une grande différence de point de vue entre, surtout à la fin de la guerre, hein, entre les gens qui vivaient dans les grandes villes comme Alger et Oran, et nous qui vivions dans... Il faut comprendre, nous vivions dans des petites villes où il n'était pas question d'équilibre de population ou de... Il y avait... On ne vivait pas ça comme ça, mais il y avait 80 ou 90% de la population qui était d'origine algérienne musulmane. Comme on disait avant, dans cette période, on parlait souvent de religion. On les traitait de musulmans. En fait, c'est pas religion, c'est algérien d'origine. Et donc, la question rapport européen-musulman ne pouvait pas se poser de la même façon. Même moi, quand j'étais petit, je comprenais très bien quand j'allais à Alger voir mes oncles et mes tantes, je voyais très bien qu'ils ne vivaient pas dans une même réalité, avec des quartiers qui étaient quand même des quartiers assez ségrégés, entre guillemets européens, musulmans, européens, enfin, par quartier, ce qui n'est pas du tout, enfin, c'est pratiquement pas possible dans une petite ville comme Ténès. Vous voyez, c'est ni possible, ni même envisageable, quoi. Il n'y avait pas une grande population d'Européens. Enfin, ce qu'on appelle les Européens d'Algérie, c'est encore toute une histoire. Quel souvenir marquant du conflit avez-vous? Du conflit? Oui, de la guerre. De la guerre. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de la... Il y en a beaucoup. Mais bon, marquant, disons, les attentats à la Grenade, que j'ai vu de très près. Et puis, alors vous allez me dire, c'est marquant, mais c'est pas si phénoménal que ça, mais ça marque l'esprit. C'est le fait qu'on soit obligé constamment de circuler avec des protections militaires en convoi, puisque moi, à partir de 57-58, donc deuxième partie, je suis au lycée. Et il n'y a pas de lycée dans une petite ville comme Ténès, ni même dans la grande ville à côté de Orléansville, qui s'est appelée après Alasna Mechlef. Donc la seule solution pour aller au lycée, une solution qui était préconisée par mon instituteur, qui pensait qu'il fallait que j'aille au lycée, bon bref. Et donc, c'était d'aller à Alger. Mais aller à Alger était à l'époque le voyage Ténès-Alger était une vraie aventure, avec surtout c'est organisé en convoi avec des
des objets de déminage, etc., devant, avec 2 groupes de soldats derrière, au milieu les civils, ensuite... Et donc, ceci m'a amené à ne pas revenir souvent chez moi. Donc, ce que je dis souvent à mes enfants, aux petits-enfants, j'ai grandi un peu seul, quoi. Enfin, en ville. Puis après, j'étais interne au lycée de Belaknoun. Pourquoi votre famille a choisi finalement de rester en Algérie en 62 ? Ah, alors la question est l'inverse, on pourrait dire, pourquoi serait-il parti ? Voilà. C'est parce que à chaque fois qu'on nous pose cette question, je dis, mais pourquoi des gens qui étaient là depuis des siècles auraient-ils dû partir ? Alors, ceci a été inculqué dans la tête des gens par la pression énorme de l'extrême droite dans les grandes villes, qui a lancé le mot d'ordre qui est bien connu, la valise ou le cercueil. Donc, dans les grandes villes, beaucoup de gens, y compris dans ma famille, des oncles et des tantes, pensaient que si on ne prenait pas la valise, ce serait le cercueil. Et mon père, je me rappelle à l'époque, il y avait déjà le téléphone quand même, qui les appelait avec un numéro, là, et leur disait, mais ça va pas, personne ne nous parle de cercueil, là, arrêtez, enfin, mon père considérait qu'il fantasmait, si tu veux, et il avait un argument assez fort, il disait, écoutez, si on avait voulu nous tuer, on aurait pu le faire depuis 5 ou 6 ans, hein, puisque ça, dans notre région, ça avait démarré quand même assez tôt. Et d'autre part, bon, lui, il était très engagé de toute façon, hein, il était engagé dans la ville, il était conseiller municipal, il est engagé dans la vie de sa commune, de son bled. Il avait des amis. Le maire était d'origine, algérien, musulman. Enfin, il ne se parlait pas comme ça. Il s'appelait un tel et un tel. Et ils ne voyaient aucune raison de partir. Enfin, il n'avait aucune raison rationnelle de partir. Sauf ce courant de peur qui a traversé, qui est compréhensible. Moi, j'ai compris plus tard ce courant de peur en interrogeant les gens d'Oran et d'Alger. Mais si vous voulez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était complètement différent du point de vue de ces questions-là. Non, mes parents n'ont pas pensé une seule minute quitter leur endroit, leur école, les enfants qui suivaient. Ils ont même travaillé beaucoup parce qu'après l'indépendance, comme il y a manqué d'instituteurs, il fallait faire des fois 2 classes dans la même journée, c'est-à-dire 80 élèves, enfin 40 et 40, enfin c'était des choses très très fortes, mais ils nous ont pas présenté ça comme quelque chose, enfin en tout cas on n'a pas vécu ça comme quelque chose d'héroïque, mais comme quelque chose de normal. Et la fête de l'indépendance, je sais que ça choque quand je dis ça, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des gens qui me regardent de travers, mais la fête de l'indépendance, c'était notre fête. Voilà, on était très contents d'être indépendants, et moi après j'étais assez fier d'être dans les premières générations d'étudiants de l'université algérienne indépendante. Voilà, on n'avait pas de problème de ce point de vue-là. Et justement, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu l'Algérie sans les Français, entre guillemets, enfin l'Algérie après 62 ? D'abord, il ne faut pas exagérer. Hein. Il y a d'ailleurs des travaux qui ont été faits par Benjamin Stora et d'autres qui ont montré que finalement, il y avait quand même pas mal de Français qui sont restés. Enfin, qui sont restés ou qui sont revenus. Qui sont partis en juillet, qui sont revenus en octobre pour la rentrée scolaire.
Non, l'Algérie telle que je l'ai vécue de ces années 62, 63, 64, c'est quand même un énorme enthousiasme de faire quelque chose, de changer les choses, je pourrais dire, c'est le rêve algérien. Euh, Plusieurs de mes amis ont vécu assez mal ce qui a suivi, mais les années 62, 68, puisque moi j'étais à 67, 68, ont été des années très, très, très importantes, en particulier pour les jeunes de ma génération qui étaient à l'université. Je ne sais pas si vous comprenez, on était persuadés qu'on allait créer un pays formidable, nouveau, égalitaire. Enfin, on avait des rêves. J'ose pas trop en parler maintenant parce que ça fait un peu bizarre, mais ils ont existé de 62 à 60. Enfin, bon, la première fêlure, c'est quand même 65. Ce que Boumedienne a appelé le redressement révolutionnaire, mais ce que les étudiants ont appelé le coup d'État. Le premier coup d'État a glacé, en tout cas, a refroidi nettement les étudiants que nous étions. Voilà. Et donc, votre famille est restée jusqu'à la fin des années 60. Et pourquoi elle est partie finalement? Alors, d'abord, je ne peux pas dire ça parce que ma mère est enterrée en Algérie. Elle a eu un arrêt cardiaque. Enfin, bon, c'était le vrai drame pour nous, mais ça n'avait rien à voir avec la guerre. Hein. Et donc, mon père, enfin, c'est une histoire familiale un peu compliquée parce que moi-même et mon frère, nous, en faisant les différentes étapes de nos études, nous allions partir faire des études en France. Donc, il se retrouvait quasiment seul avec ma petite sœur. Et donc, il était constamment sollicité par les oncles, les tantes, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs. Finalement, la mort dans l'âme, il a dû quitter ce qu'il a toujours considéré comme son pays. C'est-à-dire, il est parti en 68, si je ne me trompe pas, 69. Il nous a rejoints, parce que moi, j'étais déjà en fin d'études à la Sorbonne à ce moment-là. D'accord. Ma dernière question sera, quel regard portez-vous sur l'Algérie d'aujourd'hui? C'est très difficile, hein, à répondre. Disons, c'est un pays qui a énormément changé. D'abord, hein, il faut quand même, quand on parle de 62 et qu'on parle d'un seul coup de l'Algérie 60 ans après, même plus, c'est très difficile. C'est un pays qui a beaucoup changé, qui s'est beaucoup urbanisé. Bon, mais honnêtement, je reste algérien de cœur, quoi. Pour être tout à fait honnête, je n'arrive pas à me défaire d'une sympathie pour le pays et pour ses habitants. Bon, j'y ai de très nombreux amis, hein, sauf l'âge qui décime peu à peu ma génération, mais j'y suis retourné, je crois vous l'avoir dit, je suis retourné très souvent. Hein, je ne suis pas parti, puis au revoir. C'est même, pour vous dire, je dis souvent aux gens, je ne me suis pas rendu compte, mais c'est quand même significatif. Le dernier travail que j'ai fait à l'université Paul Valéry, avant de prendre ma retraite, c'était la direction d'un master commun, enfin l'animation d'un master commun entre Paul Valéry et l'université d'Alger. Et donc, j'avais des raisons fréquentes pour retourner chez moi. Quand je dis chez moi, comme je disais à mes élèves, c'est toujours en Algérie. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Choukroun. Voilà, au revoir.
C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.